Donc, Cédric Lemogne, psychiatre, professeur à l'université Paris-Descartes, responsable de l'unité de psychologie et de psychiatrie de liaison et d'urgence de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui va nous parler troubles psychiques et santé physique. Vous avez la parole, monsieur Lemogne. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous. Merci notamment à l'organisation et à Madame Provin qui est venue me chercher gentiment à la gare après un périple un peu plus complexe que prévu. Et donc je suis heureux particulièrement de vous parler de ce sujet, troubles psychiques et santé physique. C'est un sujet dont je sais qu'il a déjà été abordé à quelques reprises ce matin parce qu'on m'en a parlé. Et je ne saurais pas très bien dire comment il se situe dans la thématique plus large qui est celle du rétablissement. Est-ce que c'est une condition du rétablissement ou est-ce que le rétablissement est une condition de la santé physique? Sans doute les deux, à mon avis, c'est au cœur de la problématique en tout cas. J'ai quelques liens d'intérêt, ou plus exactement, je suis intervenu dans des symposiums, notamment sur ce sujet-là, qui étaient soutenus par l'industrie pharmaceutique. Je ne pense pas que ça modifie beaucoup le discours que je vais tenir aujourd'hui. Le point de départ, c'est un point de départ que vous connaissez, qui est un constat qui a été fait depuis une dizaine d'années, d'une situation qui existait bien évidemment antérieurement, mais qui a tendance à s'aggraver un peu, contrairement à ce que l'on pourrait espérer. Ce constat, c'est celui d'une espérance de vie qui est considérablement plus faible chez les personnes qui souffrent de troubles psychiques par rapport à la population générale. Si on se limite aux troubles schizophréniques, cette espérance de vie, on estime cette réduction d'espérance de vie est d'environ 15 ans. Et ce sont des chiffres qui sont relativement stables, voire qui ont tendance à augmenter, ce qui est peut-être quelque chose qui est moins connu. Et alors souvent, quand on dit que cette différence augmente, il ne faut pas penser forcément que les personnes atteintes de troubles psychiques ont une espérance de vie qui décroît. Elles ont une espérance de vie qui augmente, mais moins vite que celle de la population qui est indemne de ces troubles-là. Et c'est une constatation qui est internationale, qui est mondiale. Un point qui est très important, et que certainement vous savez également, c'est que si on regarde les causes de cette surmortalité, il ne faut pas se laisser aveugler par le fait que des causes externes de mortalité, et notamment des causes suicidaires, sont bien sûr très augmentées en cas de troubles psychiques, mais elles représentent quand même une minorité de cette surmortalité. La majeure partie de cette surmortalité est une surmortalité dite de cause naturelle, de pathologies cancéreuses, de pathologies cardiovasculaires ou de tout type. Et c'est ce qui a été établi, donc je vous le disais, il y a environ une dizaine d'années, c'est que cette surmortalité est légèrement est très augmentée en ce qui concerne les causes suicidaires, moins augmentée en ce qui concerne les causes naturelles, mais que celle-ci l'emporte très largement sur les causes globales. Donc vous voyez toutes les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, digestives, endocriniennes, etc. Cette diapo-là est pour illustrer le fait que ce phénomène donc, continue à s'accentuer. Ce sont des données relativement récentes, mais les données qui montrent une évolution dynamique de ce phénomène datent du début des années 2000. Là, ce sont des données qui correspondent à des chiffres britanniques, où on voit l'espérance de vie donc, de la population générale, qui est comparée à celle de la population atteinte de troubles mentaux. Et on constate que quand on compare les deux, là, c'est la chute de la mortalité. La chute de la mortalité est plus prononcée dans la population générale. Et donc, l'écart entre la population générale, qui est ici ramenée à la ligne du 1, et la population atteinte de troubles mentaux a tendance à s'accentuer. Quels sont les chiffres en France? On a des données qui sont relativement récentes, qui ont été publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, et qui suggèrent que l'espérance de vie, plus exactement la moyenne d'âge au décès, ce qui n'est pas tout à fait pareil, n'est pas la même en cas de trouble mental et en l'absence de trouble mental. Si on compare la population indemne de troubles mentaux, entre 2000 et 2013 en France, cet âge moyen au décès était de 76 ans, comparé à 59 ou 60 ans environ en cas de schizophrénie. Donc on retrouve ces chiffres de 15 ans qui sont donc établis au plan mondial. Ils sont parfaitement valables, malheureusement, également en France. Comment comprendre cette association? Comprendre cette association, c'est important parce que comprendre, c'est essayer d'imaginer, c'est de se donner les moyens d'imaginer des solutions pour résoudre cette question de l'espérance de vie ou de la surmortalité augmentée.
Comment comprendre ces liens entre troubles psychiques et puis une mortalité naturelle qui est augmentée? La première chose, évidemment, à considérer, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie les facteurs confondants, c'est-à-dire ce sont des causes qui sont associées à la fois à un risque plus élevé de troubles psychiques et un risque plus élevé de mortalité. Je suis arrivé tardivement, mais j'ai vu qu'il y avait eu un échange sur la consommation de cannabis. Par exemple, on peut imaginer que la consommation de cannabis est à la fois un porteur d'un surrisque de troubles psychiques, à la fois un porteur d'un surrisque de mortalité physique, et ça pourrait expliquer une partie de cette association. On pense éventuellement donc à des facteurs génétiques, beaucoup à des facteurs environnementaux, notamment toxiques. Je parle du cannabis pour son aspect peut-être causal, plus avéré sur les troubles psychiques, des interactions entre les deux, et puis d'autres phénomènes biologiques, notamment liés par exemple à l'inflammation, dont on sait qu'elle est associée à la pathologie mentale et qui pourrait expliquer aussi les liens avec la morbidité physique. Mais il y a aussi des facteurs explicatifs qui ne sont plus des facteurs confondants, mais des facteurs médiateurs. Et facteurs médiateurs, ça signifie qu'ils font partie de la chaîne causale. Ils sont engendrés par les troubles psychiques et eux-mêmes vont générer un surrisque sur le plan de la mortalité de cause naturelle. On pense à des éléments premièrement socio-économiques. Les troubles mentaux les plus sévères, on le sait, peuvent porter atteinte au statut socio-économique des personnes et donc aux ressources dont ils disposent pour prendre soin de leur santé de façon globale et donc également de leur santé physique. On pense évidemment aux comportements de santé, qu'il s'agisse de comportements de santé actifs en défaveur de la santé, comme certaines addictions, ou au contraire du fait qu'on prenne moins soin de sa santé, comme on le dit parfois, en étant plus sédentaire, en ayant une alimentation plus à risque, etc. La question des traitements psychotropes, je sais aussi que ça a été abordé, puisque un certain nombre de traitements qui sont utilisés dans le cadre des pathologies mentales, et en particulier les médicaments dits antipsychotiques, peuvent favoriser la survenue de syndromes métaboliques qui concourent à cette mortalité, en particulier sur le plan cardiovasculaire. En ce qui concerne la position socio-économique, un point qui est important, c'est que pendant un certain temps, il a été question d'expliquer cette surmortalité uniquement sur le plan socio-économique. L'équation proposée, c'était, voilà, vous avez un trouble mental sévère, ça va, si vous n'êtes pas protégé, aboutir à une dégringolade sociale qui va vous placer dans une situation précaire, qui ne vous permettra plus de prendre soin de votre santé physique. Et donc, dans des pays dans lesquels la protection sociale est plus solide, eh bien, on ne devrait pas observer ça. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas du tout le cas, j'ai choisi des données auxquelles j'ai eu la chance d'avoir accès, qui sont les données d'une cohorte, la cohorte Gazelle. Gazelle, ça veut dire gaz et électricité, donc ce sont des anciens employés de l'ex-EDF-GDF. Je vous assure qu'en termes de protection sociale, c'est du balèze. C'est quelque chose qui n'existe plus actuellement, qui n'existera peut-être plus avant longtemps. C'est la retraite à 55 ans, c'est une couverture sociale, médico-sociale exemplaire. Donc ce sont des gens qui, quel que soit leur degré de troubles physiques ou psychiques, sont censés avoir une couverture sociale optimale. On observe dans cette population exactement la même chose de ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Si on regarde les décès entre les personnes qui n'ont pas de troubles mentaux, des gens qui ont des troubles dépressifs et des gens qui ont des troubles mentaux sévères, troubles bipolaires et troubles schizophréniques, en sachant que ce sont des personnes qui travaillaient, sinon elles ne seraient pas dans cette cohorte-là, donc ce sont en plus des personnes qui n'avaient pas forcément un trouble mental si sévère que ça au sein de ces pathologies-là, eh bien cette mortalité est extrêmement augmentée. Certes, les suicides augmentent, mais la principale cause de cette augmentation, une cause très importante de cette augmentation, c'est la mortalité de causes cardiovasculaires et de façon générale de causes naturelles. Donc même dans cette population qui bénéficie d'un accès aux soins primaire au moins optimal ou d'une couverture sociale de ces accès aux soins, cette surmortalité existe. Un point qui est important, alors c'est peut-être là que mes liens d'intérêt s'expriment, je ne sais pas, c'est de savoir si les traitements antipsychotiques sont à l'origine de cette surmortalité ou pas, ce qui n'est pas évident en fait. Certes, ils concourent à une morbidité accrue sur le plan cardiovasculaire, mais quelle serait cette mortalité sans traitement, si les patients ne recevaient pas de traitement antipsychotique? Et c'est une question à laquelle certains chercheurs ont essayé de répondre à partir de registres de santé et qui ont montré, et c'est vrai pour d'autres traitements psychotropes, que la mortalité des patients ayant de fortes doses de traitements antipsychotiques pouvait éventuellement arriver à une mortalité équivalente à celle
qui n'avait aucun traitement, mais jamais elle est supérieure. En fait, les patients qui ont la mortalité la plus faible sont ceux qui ont des doses légères à modérées de traitement antipsychotique. Probablement d'une part parce qu'on soigne leur pathologie et peut-être aussi parce que cette pathologie est peut-être plus légère. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, ces traitements, on ferait mieux s'ils n'induisaient pas de syndrome cardio-métabolique. Mais actuellement, la protection qu'ils offrent sur le plan de la mortalité l'emporte ou au pire est équivalente par rapport au poids que l'on peut imputer à ces traitements dans la génération de la mortalité cardiovasculaire. Être soigné de sa pathologie psychique, c'est déjà un élément extrêmement important pour aller bien sur le plan physique. Et données qui sont similaires avec d'autres traitements psychotropes. Alors on l'a dit, les comportements de santé, mais aussi de façon générale, tous les facteurs de risque cardiovasculaires en particulier sont plus prévalents. Ces chiffres datent un petit peu maintenant, mais restent en fait d'actualité, sont plus prévalents, plus fréquents chez les personnes ayant des troubles psychiques. Si on compare ici des personnes qui sont atteintes de schizophrénie versus la population générale, on constate que la prévalence de ces facteurs de risque majeurs, comme le tabagisme, les troubles lipidiques, diabète, hypertension, obésité, est augmentée 2 à 5 fois supérieure à ce que l'on observe dans la population générale. Et donc, le bénéfice attendu la seule cessation théorique, je ne sais pas si on pourra y arriver, mais la seule cessation du tabagisme, dans certaines études de simulation, c'est 90% de la surmortalité cardiovasculaire des patients atteints de schizophrénie qui pourrait être supprimée, 90% de cette surmortalité, s'ils ne consommaient pas de tabac. Cela dit, ces simulations, elles sont un tout petit peu optimistes, entre guillemets, puisque quand on essaye de calculer le risque théorique, alors le schéma est un peu compliqué, mais ça vaut la peine qu'on l'explique, quand on essaye de tenir compte de tous les facteurs de risque que présentent les sujets, vous avez ici les patients atteints de schizophrénie et puis les sujets contrôle, avec différentes tranches d'âge chez les hommes et chez les femmes. Là, ce sont les scores de risque, a priori, puisque vous avez, je ne sais pas, du cholestérol, un surpoids, vous fumez, etc., vous êtes à risque, tant de pourcents de développer une maladie cardiovasculaire. Il y a un léger surrisque, c'est vrai, à chaque fois, chez les patients atteints de schizophrénie versus la population en général. Mais enfin, ce léger surrisque, il est loin de ce qu'on observe dans la vraie vie. Donc la surmortalité cardiovasculaire est bien supérieure à celle que l'on explique seulement par le fait qu'ils aient plus de surpoids, plus de tabagisme, etc. Ce qui nous oblige à essayer de supposer qu'il y a d'autres mécanismes que les mécanismes qui sont en jeu dans la population générale, peut-être des mécanismes biologiques directs. Je n'en évoquerai que deux. Le premier mécanisme possible, c'est qu'il y a une dysfonction, pas simplement des fonctions psychiques sous-tendues par le fonctionnement du cerveau, mais également d'autres fonctions, par exemple la balance sympatho-vagale qui va faire que pendant cette journée, votre rythme cardiaque va fluctuer, par exemple, au gré de votre respiration. C'est un signe en général de bonne santé cardiovasculaire. Quand vous inspirez, votre fréquence cardiaque va un peu augmenter, puis quand vous expirez, va un peu diminuer. Elle va être très adaptative aux conditions du moment. Cet indice de variabilité du rythme cardiaque, on le sait, est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire. Et on sait également qu'elle est considérablement diminuée chez les patients atteints de schizophrénie. Il y a peut-être la contribution de certains traitements, mais c'est aussi une donnée qui est robuste chez les patients indemnes de traitement. Et puis d'autres mécanismes biologiques pourraient expliquer aussi une surmortalité directe liée à la physiopathologie de la maladie. Et là, il faut sortir un peu du champ de ces troubles mentaux particulièrement sévères et parler plus généralement des liens entre psychisme et réactivité de notre système biologique au stress, avec notamment d'une part l'inflammation et d'autre part le fonctionnement du rythme cardiaque. Ce sont des hypothèses qui existent depuis longtemps. Les briques ou les pièces du puzzle existaient, puis il a fallu quand même attendre 2017 pour qu'une première étude montre dans une seule et même population que le stress psychologique ressenti par tout à chacun, ce ne sont pas des gens qui ont des troubles mentaux spécifiques ici, pouvait se traduire évidemment au niveau de l'activité cérébrale, en l'occurrence ici au niveau de l'amygdale cérébrale, et cette activation des régions du stress dans notre cerveau est à l'origine d'une activation non seulement du système cardiovasculaire, mais aussi d'une activité pro-inflammatoire. Donc, il y a désormais des mécanismes qui sont de mieux en mieux connus, qui peuvent expliquer pourquoi l'exposition à un stress psychologique peut aussi aboutir à un risque cardiovasculaire plus élevé. Et Dieu sait que les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques sont soumises à un stress psychique plus élevé. D'une part, le stress qui a pu
favoriser le développement de la maladie, avec d'autres facteurs de risque bien sûr, et puis évidemment le stress psychique que constitue le fait d'être porteur d'une pathologie chronique, a fortiori une pathologie chronique stigmatisée avec un retentissement fonctionnel important. Ça, ce sont les mécanismes du point de vue qui ne font pas intervenir réellement le système de santé. Même l'offre la couverture sociale, on peut la mettre un petit peu à part peut-être du système de santé, mais il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont le système de santé s'occupe des personnes atteintes de troubles psychiques, et c'est donc que je vais vous parler dans la deuxième partie de cet exposé, puisque je vais vous poser la question de la perte de chance. C'est un point que j'avais eu l'occasion d'évoquer déjà lors d'un colloque de l'UNAFAM. Je vais reprendre certaines données, aller un peu plus vite pour essayer de me diriger vers quelles pourraient être les solutions à ce problème. Alors, la perte de chance, ça a une définition en droit civil. Okay. Ce n'est pas ce dont je vais vous parler, mais c'est intéressant de la décrire, puisqu'il s'agit de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable par la faute d'un tiers. C'est-à-dire l'issue aurait pu être favorable, et puis comme il y a quelque chose qui a été fait ou qui n'a pas été fait, cette issue qui aurait pu être favorable, elle n'est plus possible. En fait, ici, je vais parler plutôt de la question des soins suboptimaux, c'est-à-dire est-ce que les personnes souffrant d'un trouble psychique reçoivent les mêmes soins que les personnes n'en souffrant pas quand il s'agit d'un problème de santé physique. Et il y a énormément de données qui suggèrent que non, ce n'est pas le cas et qu'elles reçoivent des soins suboptimaux. L'utilisation du système de santé, on le sait depuis une bonne dizaine d'années, est très inférieure chez les patients ayant des troubles mentaux, en particulier des troubles mentaux sévères. Si on regarde simplement chez des gens qui ont une même couverture sociale, l'usage de la médecine générale, médecine de primaire, on exclut là bien sûr c'est vraiment le fait d'avoir un médecin traitant, eh bien, par exemple, la schizophrénie est associée à un risque divisé par 2, enfin multiplié par 0,5, ce qui est pareil, divisé par 2, de fréquentation d'un médecin généraliste. Deuxième élément, est-ce que ça, par exemple, ça peut être associé à un retard au diagnostic des pathologies physiques ? On sait également que c'est le cas. Et là aussi, il y a beaucoup de données. Je ne cite à chaque fois qu'une étude, mais il y a réellement énormément d'études qui sont concordantes. Je vais prendre l'exemple du cancer. Donc, un exemple d'étude est celle-ci. Il s'agit ici d'un registre de patients soignés pour un cancer digestif dans lequel on essaye de regarder quels sont les facteurs qui sont associés au fait de souffrir d'une schizophrénie. Ce que l'on constate, première constatation, c'est que le stade auquel votre cancer est diagnostiqué, si vous souffrez d'une schizophrénie, est beaucoup plus souvent avancé. Vous voyez par exemple le stade 4, qui est un stade avancé, c'est présent chez un tiers des personnes qui souffrent de schizophrénie versus 20% des personnes qui n'en souffrent pas. À l'inverse, un stade 1, en général curable avec une très haute probabilité, c'est le cas chez plus de 40% des personnes indemnes de schizophrénie et seulement 23 ou 24% chez les personnes atteintes de schizophrénie. Donc le stade auquel le diagnostic est fait déjà est plus tardif. Il est plus tardif et ça peut expliquer quelque chose qui a existé dans l'épidémiologie, l'idée que la schizophrénie pourrait même protéger de la pathologie physique. Si on regarde les méta-analyses sur schizophrénie, il y a des choses comme ça qui traînent, des idées qu'il pourrait y avoir une protection particulière. Et c'était corroboré un peu par l'épidémiologie. Si on regarde cette méta-analyse qui compile tous les résultats obtenus sur schizophrénie et risque de décès par cancer, on constate qu'il y a quand même une tendance temporelle qui se dessine. C'est qu'avant, dans les années 90, la schizophrénie protégeait du cancer. Et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Et on peut se dire qu'avant, les gens ils ne mouraient pas d'un cancer du côlon, ils mouraient d'une occlusion intestinale. Ils ne mouraient pas d'un cancer du poumon, ils mouraient d'une hémorragie respiratoire massive, tout simplement parce qu'ils mouraient avant même que le diagnostic soit fait. Et désormais que le diagnostic est fait un peu plus correctement, eh bien on sait de quoi ces patients décèdent. Donc probablement à incidence égale, à risque égal, et on sait que certains cancers évidemment vont être plus favorisés par les comportements de santé, on a parlé du tabac par exemple, mais même à risque égal, si le diagnostic est fait plus tardivement, eh bien le pronostic sera plus défavorable. Est-ce qu'une fois que le diagnostic est fait, à stade égal, est-ce que le traitement est le même ? Est-ce que, en fonction de la comorbidité, des troubles psychiques que je peux présenter, je vais bénéficier du même traitement ? Probablement non. Cette fois-ci, je vais aller du côté des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas une question d'opportunité, parce que les études, il y en a encore une fois, il y a tout ce qu'il faut dans tous les champs, c'est simplement pour varier, pour montrer que le problème est assez vaste, malheureusement.
Ici, on a à nouveau plein de données, plein de lignes, etc. Donc ça signifie plein d'études. Ce sont les données d'une méta-analyse, d'une compilation de toutes ces études qui cherchent à savoir si la probabilité de bénéficier d'une reperfusion à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu, donc vous avez un syndrome coronarien aigu, c'est peut-être quelque chose qui risque d'évoluer vers un infarctus, donc vers une mortalité cardiovasculaire précoce ou éventuellement une insuffisance cardiaque. Et on sait que le traitement qui va le plus modifier le pronostic, c'est la reperfusion. Une angioplastie, plus rarement un pontage, etc. Est-ce que cette probabilité de bénéficier de la revascularisation est modifiée si vous avez des antécédents de troubles psychiques? Oui, c'est diminué d'environ 15%, mais ça, c'est tout trouble psychique confondu. Si on ne s'intéresse que aux troubles schizophréniques, là, la probabilité est divisée par 2. Donc il y a peut-être des problèmes de cytokines, c'est vrai, dans la dépression, dans la schizophrénie. Mais enfin, il n'y a pas que ça quand même. C'est sûr que si vous n'êtes pas ponté, si vous n'avez pas votre angioplastie au moment de votre syndrome coronarien aigu, le pronostic est quand même sérieusement grévé. Évidemment, les raisons pour lesquelles cette angioplastie ou cette procédure de revascularisation est moins faite, ces raisons sont multiples. Mais quand même, ça pose la question de l'équité de l'accès aux soins. Si on repart sur les cancers digestifs, en fait, même à stade égal, la probabilité de bénéficier du traitement chirurgical optimal est nettement diminuée. Et même à technique chirurgicale égale, la mortalité est plus importante chez les patients ici atteints de schizophrénie. Dernier point du parcours de cette trajectoire un peu de prise en charge d'un problème de santé, la question de la surveillance. Là, il y a aussi des données, je vais prendre un troisième grand domaine qui est celui de la médecine préventive cardio-métabolique, donc du diabète. Et on constate qu'en fonction des troubles mentaux que vous pourriez avoir, la probabilité que vous ayez les indicateurs de qualité dans votre suivi, c'est-à-dire on va vérifier votre hémoglobine glyquée, qui est le reflet du contrôle glycémique, ou d'autres paramètres du risque cardio-métabolique. On va examiner vos yeux pour voir s'il y a un retentissement du diabète à ce niveau-là. La probabilité que vous ayez ces marqueurs de qualité du suivi est nettement diminuée en cas de trouble mental, en particulier en cas de trouble schizophrénique. Quels sont les mécanismes de cette perte de chance? Je vous l'ai dit, ils sont multiples. Il y a sans doute des mécanismes qui sont liés au patient. La reconnaissance des symptômes physiques comme étant des symptômes, comme étant donc des signes qui peuvent témoigner d'une pathologie physique est peut-être altérée chez certains patients. On a la question classique de la perception et du sens attribué à la douleur physique. Le recours au système de santé peut être perturbé du fait du handicap psychique. Il s'agit d'une part d'être crédible auprès de ses interlocuteurs, puis de savoir comment naviguer dans ce système de santé, de prendre cette décision, de planifier cette consultation. Ensuite, il peut y avoir des facteurs liés aux soignants qui vont hiérarchiser leurs objectifs. Et donc, on est souvent, quand on va voir un spécialiste, quelle que soit sa spécialité, on est vu par le petit bout de la lorgnette. Il y a, alors le terme un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, les heuristiques de représentativité, c'est quand quelqu'un a un discours désorganisé et parle d'une douleur thoracique, ce qui va être perçu par le médecin et vu, c'est d'abord le discours désorganisé. Et donc la probabilité d'aboutir à l'électrocardiogramme est diminuée, mais il y a d'autres populations qui sont comme ça victimes de cette représentativité. L'une des plus connues en médecine cardiovasculaire, ce sont les femmes. Et pourquoi c'est le cas? Il y a une littérature abondante pour montrer que les femmes ont un retard au diagnostic et des traitements moins actifs dans le domaine cardiovasculaire. C'est que quand un médecin, même un relativement jeune médecin, ferme les yeux et qu'il pense coronarien, il ne pense pas coronarienne. Il pense un homme âgé, 60-70 ans, avec de longs bons points, qui a pas mal fumé. Alors que la réalité désormais de la maladie coronarienne en France, c'est des dames de 85 ans, éventuellement longilignes, et qui sont ménopausées depuis 30 ans. Mais pour des raisons de représentativité, on ne fait pas le diagnostic. Et puis, il y a bien sûr les représentations, et éventuellement les représentations stigmatisantes qui sont partagées par les soignants comme par la population générale, et les contre-attitudes, souvent négatives, qu'elles peuvent susciter. Et puis, pour dédouaner et les patients et les soignants, il y a quand même l'organisation du système de santé, qui est quand même encore extrêmement cloisonné, le cloisonnement des soins, les lieux de soins, et puis le cloisonnement de la recherche. Si vous souffrez d'une schizophrénie, vous ne serez jamais inclus dans un essai thérapeutique de cancérologie. Si vous souffrez d'un cancer, vous ne serez jamais inclus dans un essai thérapeutique de psychiatrie. Donc on n'a même pas de données fondées sur les preuves, sur les techniques thérapeutiques de patients qui présentent cette comorbidité. Oui, j'ai fini.
je termine par ça. Quelle solution ? Quelque chose qui est bien établi, bien recommandé, c'est qu'on doit déployer beaucoup d'énergie au dépistage précoce des facteurs de risque. C'est codifié, avec ou sans traitement à risque. Mais ça pose question. Ça pose question. Par exemple, dans la population générale, il n'y a aucune démonstration que le repérage précoce des facteurs de risque change quoi que ce soit à la mortalité. Pourquoi ça changerait quelque chose chez les personnes atteintes de troubles psychiques ? Le niveau de preuve de ces recommandations en fait, est extrêmement faible. C'est du bon sens, mais le bon sens, ça ne marche pas toujours. En fait, ça ne marche que si la prévention secondaire est effective. C'est-à-dire, une fois que j'ai dépisté qu'il y avait un tour de taille un peu élevé ou des problèmes avec le cholestérol, est-ce que réellement je vais mettre en place la prise en charge nécessaire pour ces patients ? C'est là que les choses ont des chances d'être efficaces. Un bon exemple, c'est la lutte contre le tabagisme. Il y a beaucoup de freins, encore en 2019, pour la mise en place des mêmes stratégies de lutte contre le tabagisme chez les personnes qui ont des troubles psychiques versus celles qui n'en souffrent pas, avec même des idées préconçues sur le fait que certains traitements qui, par exemple, favorisent le maintien d'abstinence ou le sevrage, pourraient être dangereux, particulièrement chez les patients atteints de schizophrénie, alors qu'il n'y a pas de données en faveur de ça, que le rapport bénéfice-risque reste en faveur d'un accompagnement actif. L'accès aux soins, c'est un point qui est de plus en plus travaillé. Certains dans cette salle sont des pionniers du travail en réseau avec les médecins généralistes. Certains dispositifs pilotes visent à développer ce réseau pour les soins psychiques, d'autres pour l'accès aux soins somatiques, de façon plus générale pour une prise en charge globale des patients. L'avenir et le présent dans certains endroits, c'est la promotion. Alors de nouveau, j'ai mis nouveau entre guillemets, parce que ce n'est pas très nouveau en ce qui concerne l'existence de ces dispositifs. Ce qui est un peu nouveau, c'est d'essayer de les mettre en place sur le territoire français, soit de gestionnaires de cas, soit d'infirmiers de coordination qui assuraient en fait essentiellement ce rôle. Et on sait que c'est mieux fait par ces personnes que par n'importe quel autre intervenant. Ce ne sera pas fait par le psychiatre référent, ce ne sera pas fait par le médecin traitant, ce sera réellement fait, là, cette coordination de la prise en charge globale, par quelqu'un dont c'est le métier et la première fonction. Le rôle des pairs aidants, il y a plusieurs études qui suggèrent que les pairs aidants peuvent aider les patients à être plus acteurs de leur santé de façon globale, pas simplement psychique, mais également physique. Donc il y a des expérimentations qui existent, qui sont publiées, et je vous ai mis quelques publications ici pour montrer que ça date d'il y a maintenant plus de 10 ans. Il y a la prévention primaire. La prévention primaire, alors là on commence à quitter le domaine de la pathologie, puisque ça concerne des gens qui ne sont pas malades, et on va quitter aussi le domaine du monde de la santé pour aller vers peut-être l'école. Ça a été évoqué en fin de matinée, mais c'est vrai que on va dans les programmes scolaires et désormais un peu d'éducation à la santé sur certains aspects. Il n'y a quasiment rien sur la santé mentale. Mais c'est vrai que ça pourrait être le cas. Une préoccupation plus globale pour la santé et les notions d'intrication entre santé mentale et santé physique pourraient être abordées. La lutte contre la stigmatisation est un sujet à part entière que je ne peux pas aborder là, mais évidemment, ça en fait partie énormément. Et je terminerai sur un point qui est, alors je suis désolé, je prêche pour ma paroisse, qui est le rôle de la psychiatrie de liaison. Je crois que ce qui manque un peu aussi, c'est que l'accès aux soins spécialisés programmés fait défaut. Tout à l'heure, je vous ai montré le traitement, l'accès à la radiothérapie quand vous avez un cancer qui le nécessite, l'accès à la reperfusion quand vous avez un syndrome coronarien aigu. On a pu avoir dépisté votre cholestérol, vous avoir mesuré le tour de taille, avoir prescrit ce qu'il faut. À un moment, si jamais vous faites votre syndrome coronarien aigu, il va falloir que vous accédiez au plateau technique, et vite et en bon ordre. Et ça pose problème. Ça pose problème. Et ce n'est pas, actuellement, ça ne fait pas l'objet de dispositifs très réglés. Il n'y a pas de réglementation, par exemple, sur la psychiatrie de liaison en France. Il y a pour la dictologie, mais psychiatrie de liaison, il n'y a aucune obligation pour les établissements hospitaliers de se munir d'un dispositif de psychiatrie de liaison. Or, dans les préoccupations des psychiatres de liaison, ça c'est une enquête qui est européenne de 2017, parmi les préoccupations des psychiatres de liaison, il n'y a pas beaucoup la santé, enfin il y a énormément la santé psychique, mais vous voyez, avez-vous déjà été préoccupé par la qualité des soins délivrés aux patients ayant des troubles psychiques à l'hôpital général ? Oui, 98%, 99% en fait. À quelle fréquence ? Au moins une fois par semaine, 45% des psychiatres de liaison le disent, au moins une fois par mois, 45%, en tout 90%. À quelle fréquence vous demande-t-on un transfert en psychiatrie incompatible avec les soins nécessaires sur le plan somatique ? Les psychiatres de liaison répondent au moins une fois par semaine à 50% des cas, et au moins une fois par semaine et au moins une fois par mois, en tout 90%. Ça corrobore tout à fait l'expérience qu'on a à l'hôpital Pompidou. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement des patients.
Ça, c'est la minute de publicité pour cet ouvrage, pour ceux qui s'y intéressent. Je pense que la psychiatrie de liaison est actuellement un petit peu pas identifiée dans la promotion des soins somatiques en santé mentale, alors que c'est une partie importante de cet accès aux soins programmés. Et puis, la dernière diapo qui est pour vous parler de ce projet qui vise précisément, je le dis parce que l'UNAFAM a accepté de rédiger une lettre de soutien à ce projet, qui a été déposé donc un appel à projet, qui vise à précisément développer des équipes de liaison pour accompagner, pour des soins programmés, et pas au dernier moment sur une découverte catastrophique aux urgences, mais pour des soins programmés, des patients ayant éventuellement des troubles psychiques sévères, des secteurs vers une hospitalisation programmée, pourquoi pas pour un bilan cardiovasculaire, pourquoi pas pour la prise en charge d'un cancer de façon organisée. Et ça nécessite beaucoup de choses. La liaison avec les gens qui font des soins somatiques en santé mentale, la coordination de l'adressage des patients pour que ce soit programmé, l'appui aux équipes qui sont très, très inquiètes de recevoir des patients qui sont en fait très stigmatisés, des mon Dieu, etc. La première fois qu'on a reçu comme ça 4 patients, il fallait que ce soit un jour dédié, il fallait qu'on soit là presque pour faire les gardes du corps. Bon, ensuite, ils se sont... Mais c'était de cet ordre-là, le vécu des collègues. Ensuite, ils se sont détendus. La préparation et l'accompagnement des patients, qui peuvent être aussi inquiets de ce dispositif et de ce milieu dans lequel ils n'évoluent pas. Les soins psychiatriques qui sont nécessaires en cas d'hospitalisation complète, surtout si les troubles psychiques ne sont pas équilibrés. La prévention des syndromes de sevrage. Et un truc qui est très important, la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Ce sera mon dernier mot. Souvent, quand un psychiatre ou un professionnel de santé mentale est là et qu'il est question de ne pas proposer la chimiothérapie parce que je ne sais quoi, soit on n'ose même pas dire ça parce qu'on est là, on n'a rien à dire, soit on se tourne vers nous, on nous demande un avis expert, et là, en général, on dit un truc très profond du genre s'il n'avait pas de trouble schizophrénique, qu'est-ce que tu ferais ? Et ça suffit. Voilà. Merci de votre attention. Merci, monsieur Lemoigne.